Premièrement, le Soleil contient tout le spectre des couleurs. Deuxièmement, notre atmosphère est du genre rayon bleu, nope, rayon rouge, quand tu veux. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui se passerait si le Soleil était, disons, rouge. Le monde entier ressemblerait à ce qu'il est lors des couchers de soleil. Pas mal, non? Nous n'aurions même pas besoin d'attendre le soir pour admirer le ciel écarlate. De l'eau orange et une lune rouge vif, oui, ce serait moins lumineux que ce à quoi nous sommes habitués, mais ce serait quand même pas mal. D'ailleurs, un jour, le soleil deviendra vraiment rouge. À la fin de sa vie, il se dilatera et se transformera progressivement en géante rouge avant de s'éteindre. Mais, ce ne sera pas très amusant pour nous, alors. Espérons que nous ne serons plus là pour voir ce moment. Je sais que moi, en tout cas, je ne serai pas là. J'ai une fête à laquelle je dois absolument aller. Et si le soleil était vert? La vérité, c'est que le soleil est vert. Oh, je sais, je t'entends d'ici. Attends, tu te moques de moi? Tu ne viens pas de dire qu'il était blanc? Bonne remarque d'ailleurs. Pas exactement, mon pote. Le soleil a juste l'air d'être blanc. Mais techniquement, sa température est d'environ 5500 C, et la longueur d'onde maximale du spectre du soleil correspond à la teinte vert bleu. Mais pour s'assurer que le soleil est bien vert, il faut occulter le reste du spectre visible. Notre atmosphère laissera alors passer une couleur verte pure. Que se passera-t-il alors? Tout sera vert, et tout deviendra aussi un peu plus sombre. Avoue que ce n'est pas si facile d'être vert. Bon, passons à autre chose. Maintenant, peignons le soleil en bleu. Les étoiles bleues existent réellement. On les appelle les géantes bleues. Heureusement, notre soleil n'en fait pas partie. Pourquoi heureusement? Parce que si c'était une géante bleue, ce serait une étoile jeune, belle, incroyablement grande et très, très chaude. La logique, le rouge est chaud, le bleu est froid, ne s'applique pas aux étoiles. Les étoiles les plus chaudes sont blanches et bleues, et les plus froides sont jaunes et rouges. En fait, notre soleil est très froid comparé à d'autres étoiles. Prends la température moyenne de ta ville et multiplie-la par des centaines de milliers. Oui, nous sommes aux prises avec le réchauffement climatique. Mais l'embrasement de la planète? Non. Merci, on va éviter. Quoi qu'il en soit, imaginons que le soleil devienne bleu. Comment verrions-nous le monde? Étonnamment, rien ne changerait. Tu te souviens que j'ai dit que l'atmosphère diffuse la lumière bleue? C'est pourquoi, dans ce cas, tout resterait pratiquement inchangé. Le ciel deviendrait peut-être plus bleu, mais nous ne verrions pas de grande différence. Enfin, l'option la plus sombre, sans jeu de mots. Et si notre soleil devenait noir? Fais des réserves de lampes et de bougies, car il n'y aura plus de lumière. Partout dans le monde, les gens utilisent l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne pouvons plus non plus voir la Lune. Après tout, si nous pouvons l'observer aujourd'hui, c'est uniquement parce que les rayons du soleil se reflètent sur elle. Il ne nous reste donc plus que les étoiles pour éclairer nos nuits. Mais elles ne nous sont pas d'un grand secours. Heureusement, ce scénario est totalement irréaliste et il n'y a pas d'étoiles noires, n'est-ce pas? Eh bien, non, il n'y a pas d'étoiles noires. Et pourtant, notre soleil finira un jour par devenir complètement noir. Et je ne parle pas d'un trou noir. Je parle ici de naines noires. Tu as probablement entendu parler des naines blanches. Peut-être même de 7 nains. Hihihi. Lorsqu'une étoile comme notre soleil est sur le point de finir sa vie, elle se dilate et se transforme en géante rouge. Puis, perdant progressivement ses couches supérieures, elle se transforme en naine blanche. Ne produisant plus de combustible, elles se refroidissent lentement. Il ne reste plus qu'un petit noyau qui vit sa vie et brûle de 1000 feux. Et lorsque l'étoile se refroidit complètement, eh bien, oui, c'est vrai, elle se transforme en naine noire. Mais tu n'en as probablement jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que, surprise, elle n'existe pas. Et non, je n'ai pas menti. Le fait est qu'une étoile a besoin d'environ 1 quadrillion d'années pour se transformer en naine noire. Et notre univers est encore un bébé. Il n'a qu'environ 14 milliards d'années. Aucune étoile n'a donc encore atteint ce stade. Même les plus anciennes émettent encore un peu de lumière. C'est pourquoi les étoiles noires ne sont qu'une théorie. Et il est peu probable que nous puissions un jour en voir un jour une. Mais souviens-toi du célèbre dicton « Les étoiles que nous voyons la nuit sont déjà des fantômes car leur lumière ne nous parvient que maintenant ». C'est un mythe. Elles sont toutes encore vivantes. Et c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que je te raconte tout cela? Imaginons que notre soleil se transforme en naine noire. Tout le système solaire serait immédiatement plongé dans l'obscurité absolue. Il ferait également très froid. La Lune quitterait son orbite et s'écraserait sur la Terre. Attends une minute. Oublions ce moment et supposons que nous sommes encore en vie. Heureusement, nous ne gèlerions pas instantanément, comme tu pourrais le penser.
Le noyau de la Terre a sa propre température, plus de 5000 C. Mais les températures à la surface de la planète chuteraient tout de même immédiatement à 0 DGC. Le noyau se refroidit progressivement. Tous les 2 mois, sa température serait multipliée par 2. En seulement 2 mois, la température à la surface de la Terre serait de 123 degrés C. Et 1 an, elle atteindrait 270 degrés C. La plupart des plantes disparaîtraient rapidement, non pas à cause du froid, mais de l'absence de photosynthèse. D'autres vivraient un peu plus longtemps grâce à l'oxygène encore présent dans l'atmosphère. Et curieusement, les arbres survivraient très longtemps. Ils ont un métabolisme lent et puisant du sucre dans le sol. La couche supérieure des océans gèlerait assez rapidement. Heureusement, cette épaisse croûte de glace isolerait les eaux profondes, de sorte que l'océan tout entier ne gèlerait pas avant un certain temps. Les créatures marines se porteraient plutôt bien. Elles existaient bien avant nous et sont déjà habituées aux changements de température extrêmes, au manque d'oxygène et de nourriture, aux pressions énormes et aux autres joies de la vie en eau profonde. Et nous, les humains? Tout d'abord, nous commencerions à tomber malades. Sans vitamine D, les gens seraient confrontés à un grand nombre de problèmes de santé. Par ailleurs, notre corps a besoin de la lumière du soleil pour produire de la mélatonine. Cette mélatonine nous aide à comprendre quand nous devons nous coucher et nous réveiller. Si les gens n'avaient pas cette hormone, leur corps deviendrait très perturbé et ne comprendrait pas s'il a besoin de dormir ou non. Cela signifierait des insomnies pour de nombreuses personnes. Mais nous pourrions quand même survivre. Nous aurions 2 options. Construire des sous-marins géants et descendre dans les profondeurs de l'océan, plus près du noyau de la Terre. Ou rester à la surface et vivre notre vie dans un endroit où nous aurions des sources d'énergie géothermique. En Islande, par exemple. Nous pourrions aussi nous installer près des volcans, dont la chaleur suffirait à nous réchauffer pendant longtemps. Notre vision s'adapterait à l'obscurité. Mais à un moment donné, elle atteindrait son maximum. Il faudrait donc s'habituer à vivre dans le noir complet. Mais qui sait? Peut-être que nous nous adapterions aussi à cette vie. Quelle option préférais-tu? Vivre au fond de l'océan dans un sous-marin ou à la surface près des volcans? Que se passe-t-il avec le Soleil? Certains disent que notre étoile est en colère. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et faut-il s'en inquiéter? En toute franchise, oui, on est en droit d'être inquiet. Ce n'est généralement pas une bonne chose d'avoir trop de soleil. La composante ultraviolette de la lumière solaire est nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi les humains ont adapté un certain spectre de pigmentation de la peau. Plus il y a de lumière solaire contre laquelle nous devons nous protéger, plus nous avons besoin de pigmentation. Les grands chapeaux et les flacons de crème solaire à indice de protection élevé aident aussi, surtout pour les personnes à la peau claire. Mais que peut faire la planète Terre? Tout d'abord, essayons d'avoir une bonne estimation de l'ampleur de cette colère du Soleil. Le Soleil passe généralement par un cycle actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvée. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années. Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme, le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif s'est transformé en un cycle actif, calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif. Un graphique, connu sous le nom de diagramme papillon, suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le diagramme papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé.
Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres, elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil. Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 watts allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 watts allumée. L'ampoule de 25 watts paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paires. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude. Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. CME est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires, et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit. Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a 5 sites d'observation à travers le monde. Un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons. Bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocifs des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre, et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale.
Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ 1/10 de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les 5 antennes qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci. Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme, avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de protons atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet, car les protons chargés positivement pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche ? Reste à l'écoute. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète ? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde ? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch. C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique ? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes.
Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam ! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises.
Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Il pourrait abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps, mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis. Mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la.